Engadine, Suisse. Tout idéalisme m'est étranger. Là où vous voyez des choses idéales, moi je vois des choses humaines, hélas trop humaines. Naumbourg, Allemagne. Une lettre de ton ami Peter Gast. Venise sera pour vous un refuge parfait. Si vous désirez marcher dans la lumière, vous aurez son lido, sa plage de sable ferme. Si vous désirez vous promener à l'ombre, vous aurez les petites rues. Ici tout vous plaira, l'air, les pierres, les fleurs, le pain, les fruits de mer. Le peuple antique, vivace, jamais vulgaire. Venez connaître l'azur lumineux de nos nuits saturées d'invisibles étoiles. Venez connaître ce ciel débordant qui semble toujours prêt à produire le miracle de quelques pluies d'or. Ah, cette Venise, je l'ai dans la peau, dans les entrailles, dans la peau. Venise, mars 1880. Si nous devions jouer au portrait chinois, je crois que vous seriez cette étude de Chopin. Ah oui? Et pourquoi donc? La puissance, la fougue, le romantisme. Disons-le avec vos mots, la puissance dionysiaque de cette musique me fait penser à vous. Il faut dire que je me sens assez polonais pour donner toute la musique pour Chopin. Peut-être ne vous l'ai-je pas dit, mais depuis que je ne vois plus Wagner, j'ai cessé de composer et je n'écoute plus de musique. Vous? Vous qui m'avez écrit un jour que sans musique, la vie serait une erreur? Oui, moi. Mais vous savez, je vais payer cher ce que j'ai écouté jouer par vous tout à l'heure. Payer cher? Comment ça? Oui, mon corps va me le faire payer. Tous ces ébranlements, toutes ces secousses, toute cette dynamite ingurgitée, tout ça va me détruire, me casser, me pulvériser. Je vais probablement passer 2 jours allongé sur mon lit, dans la plus totale obscurité, avec des migraines et des maux d'yeux. Je suis un sismographe d'émotions. Mais vous ne voyez plus Wagner, Frédéric? Non, Wagner ne supporte pas d'ego. Il veut des disciples, des fidèles. Or, il m'est odieux de suivre, autant que de guider d'ailleurs. Et puis il y a sa musique, du moins, ce qu'elle est devenue. Je ne m'étonne pas qu'elle plaise aux princes et aux mondaines, aux bourgeois et aux banquiers qui se prestent aujourd'hui à la grande messe wagnérienne. Son festival de Bayreuth est devenu la machine de son propre culte. Est-ce là le projet pour lequel j'avais mobilisé Échille, Euripide, Homère et Dionysos? Oubliez tout ça. Vous en souffrez encore rien que d'en parler. Oubliez, je vous en prie. Oui, vous avez raison. Nous avons mieux à faire. Voulez-vous que nous reprenions le travail? Je vous relis les derniers aphorismes d'Aurore pour que vous me disiez si l'on doit y apporter des corrections. Volontiers, Peter. Volontiers. Naumbourg. Maman t'a préparé ton dîner. Gênes, Italie. Oh bonjour professeur, vous voilà revenu par chez nous? Oui. Pour combien de temps? Je ne sais pas, tout dépendra de la saison. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, pas trop de vent non plus, ni trop de pluie. On demandera au bon Dieu qu'il vous fasse un beau temps comme vous voulez. C'est gentil, oui, merci. C'est gentil. On lui demandera. En attendant, qu'est-ce que je vous sers? J'ai de beaux artichauts, des abricots aussi. Et des tomates, celles que vous aimez bien, vous savez. Ah oui, je veux bien des tomates. Et puis du basilic. On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire à ce dur labeur du matin au soir, que cela constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustraite à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières.
Ainsi, une société où l'on travaille dur en permanence jouira d'une plus grande sécurité, et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. Quelle dose de vérité l'homme peut-il supporter? Sils Maria, Suisse. Pension de famille de Sils Maria, août 1881. Vous avez fait une bonne promenade ce matin, professeur? Excellente. La lumière est comme il faut, la température aussi. Je suis très sensible au climat, voyez-vous, et ma machine peut se détraquer parce qu'il souffle un mauvais vent. Je souffre beaucoup, notamment des yeux. Je n'y vois plus grand-chose, et quand le temps est mauvais, je peux être quasiment aveugle. J'ai beaucoup travaillé quand j'étais professeur. J'ai probablement usé mes yeux à trop lire et trop écrire. Vous étiez professeur, vous ne l'êtes plus? Non, depuis des années, je suis en congé à cause de ma santé. L'université de Bâle où j'enseignais me verse une petite pension qui me permet de vivre modestement. C'est mon seul revenu, mais je ne me plains pas. La liberté est un grand luxe, vous savez. Moins vous possédez, et moins vous l'êtes, possédé. On m'a dit que vous écriviez des livres aussi. Sans être indiscret, puis-je savoir qui est ce on qui vous a dit ça? Oh, bien sûr, c'est l'instituteur avec qui vous bavardiez parfois. Et que racontent vos livres? Ce sont des romans? Non, pas des romans, non, ce sont des livres de philosophie. Mais n'allez pas y voir de trop près. C'est un alcool violent, voire un genre de poison. J'écris des choses qui pourraient vous choquer, et je n'aimerais pas. Me choquer? Comment ça? Choquer vos convictions religieuses, votre morale. L'instituteur m'a même dit que dans l'un d'entre eux, vous écrivez que les femmes se font entretenir comme des frelons de ruche. Vous avez vraiment écrit ça? Vous voyez, c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Un livre pour esprit libre. De la dynamite, oui. Un genre de dynamite. Mais on m'a dit aussi que vous aviez pris le parti des femmes, car quand vous étiez jeune professeur, vous aviez défendu l'une d'entre elles qui voulait effectuer des études de philosophie. Les hommes ne voulaient pas, sous prétexte que c'était une femme, c'est exact. Oui, j'ai voté lors d'une consultation entre professeurs pour que cette femme puisse passer son doctorat. Alors cette histoire de frelon, c'est vrai ou pas? Vous voyez comme il vaut mieux laisser les livres de côté. Souvent ce que l'on enseigne est une chose, ce que l'on écrit en est une autre. Où est la vérité? Dans le livre ou dans la vie du philosophe qui l'écrit? Dans les deux, pourquoi faudrait-il choisir? Oui, peut-être avez-vous raison. On devrait croire ce que dit un philosophe quand sa vie témoigne de ce qu'il dit. Mais les choses sont plus compliquées que ça parfois. Souvent même. Sinon toujours. Excusez-moi, mais c'est l'heure de ma promenade autour du lac. Très heureux de cette conversation. Bon après-midi, mesdames. À ce soir, peut-être. Au revoir, professeur. À ce soir, professeur. Quel personnage étrange. Charmant, courtois, mais étrange, oui. C'est à peine si je frôle encore les crêtes des vagues, l'existence où je serais censé nager mais comme extérieur, et je touche sa peau joueuse, non sans un frisson de volupté. Suis-je devenu poisson volant? Nous n'aimons pas l'humanité, mais d'autre part nous sommes bien loin d'être assez allemands pour être les porte-paroles du nationalisme et de la haine des races, pour nous réjouir des maux de cœur nationaux et de l'empoisonnement du sang, qui font qu'en Europe, un peuple se barricade contre l'autre, comme si une quarantaine les séparait. Pour cela, nous sommes trop libres de toute prévention, trop malicieux, trop délicats. Nous avons aussi trop voyagé. Nous préférons de beaucoup vivre dans les montagnes, à l'écart, inactuels. Nous autres sans patrie, nous sommes trop multiples et trop mêlés de races et d'origines pour faire partie des hommes modernes. Gênes. Théâtre Polythéama, Gênes, novembre 1881. Si je t'aime, prends garde à toi.
Rome, avril 1882. De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer, Lou? Bénissons notre ami Malvida. Oui, le lieu s'y prête, bénissons-la. Malvida m'a dit que nous étions parvenus l'un et l'autre aux mêmes conclusions sans même savoir que nous existions chacun de notre côté. Et vous êtes si jeune. Arrivé là où j'en suis, j'en ai au moins pour une dizaine d'années de travail avant de défricher tout ce qui s'offre à moi. Et si d'aventure je pouvais mener ce travail moi seul, ce serait un véritable bonheur. Si nous étions deux au moins, ma tâche en serait considérablement facilitée. Et votre tâche, vous voulez bien m'en dire plus? Bien sûr, avec plaisir. Mais comment vous dire tout ça en peu de mots? Et par quoi commencer? Par le commencement. Le commencement, c'est la fin. Ah oui? Le commencement, c'est la fin parce qu'au début, on trouve l'éternel retour qui, de ce fait, est aussi au milieu et à la fin. Autrement dit, tout est fatalité, nécessité. On ne choisit rien. Le libre arbitre est une invention des prêtres pour se venger et punir. Le devenir est pure innocence comme l'enfant. Dès lors, nous sommes entourés de fiction. Fiction de la vertu, de la justice, de l'amour du prochain. Fiction de la morale car nous sommes au-delà du bien et du mal. Dieu est mort, je vous le dis. La volonté de puissance, voilà la force qui meut toute réalité. Plus besoin de Dieu, il n'y a plus qu'éternel retour des choses et volonté de puissance. C'est effrayant ce que vous annoncez, effrayant. Oui, le mot n'est pas trop fort, mais réjouissant en même temps. Voilà qui permet à nouveau une philosophie tragique. Et pourquoi réjouissant? Parce que tout de même, au vu de ce que vous dites, réjouissant parce que cette vérité tragique libère. De quoi? De nous, du fardeau d'avoir à être. Et de quelle manière? L'éternel retour est un principe sélectif. Devant chaque moment de l'existence où nous hésitons, il faut nous dire « Choisissons ce qui devra se répéter sans cesse, préférons ce qui reviendra éternellement. » Et là tout devient simple. Il faut aimer ce qui advient. Amor fati, aime ton destin. Voilà ma formule pour toute chose. C'est d'ailleurs la formule du bonheur, du moins la conjuration du malheur. C'est la plus haute sagesse. Et votre tâche dans tout ça? Justement révéler tout ça, le dire, le raconter, l'expliquer. C'est la tâche du philosophe. Enseigner la nature tragique du monde, puis donner des solutions pour y vivre et parvenir à la joie. Et la solution, c'est d'aimer son destin? C'est ça. Puisqu'on n'a pas le choix, aimons ce qui advient, ce qui nous libère de toute attente. Et à quoi ressemble donc ce philosophe de l'avenir que vous annoncez? Son nom est Zarathustra, prophète de l'éternel retour. Et que nous enseigne-t-il? La transvaluation des valeurs. Quoi donc? L'inversion des valeurs chrétiennes. Il nous faut reconstruire une morale avec de nouvelles valeurs. Il faut briser les anciennes tables de la loi, penser par-delà le bien et le mal et annoncer des vertus nouvelles. Nous devons être les poètes de notre existence, créer notre règle et se créer liberté. Nous devons être des expériences. Oui, voilà. En 2 mots, nous devons être des expériences. Sorrente, Italie. Je ne sais comment vous dire, Paul. Quoi donc? C'est à propos de cette petite Russe. Lou? Oui, Lou. Elle est étonnante, n'est-ce pas? Oui, vive, intelligente, un peu magique. Et mystérieuse. Elle n'en manque pas d'atouts, en effet. Et belle de surcroît, ce qui ne gâche rien. Cette communauté d'amis dont nous parlions tout à l'heure, nous pourrions la faire à Paris tous les 3. Pourquoi pas? J'ai besoin de cette femme pour les 10 années à venir. Vous connaissez mon aversion pour le mariage. Dans pareille affaire, il me faudrait devenir menteur, et je ne m'y trouverai pas bien. Mais un genre de mariage pour 2 ans renouvelable. Est-ce que ça ne vous semble pas une bonne idée? Ça peut, il faut voir. Que pensez-vous qu'elle me répondrait si je la lui soumettais? Alors ça, je n'en sais rien du tout. Il faudrait lui proposer. C'est une jeune fille libre, vous avez vu, et imprévisible. Et si c'était vous qui lui proposiez pour moi? Il faut voir. Ajoutons au bout de ce petit fouet une petite branche de lilas. Allez grimper dans la charrette, Paul. Non, vous montez, ce sera mieux. Tous les deux, nous tiendrons les brancards. Nous rirons dans les brancards. Lou, levez votre fouet sur nous deux, pauvres bêtes de somme que nous sommes.
Et Zarathustra parla ainsi au peuple. Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Je vous le dis, il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante, pour détourner beaucoup de gens du troupeau. Voilà pourquoi je suis venu. Naumburg. Je n'en peux plus de vos histoires à tous les deux. Ton frère d'abord et ses livres contre Dieu, contre la morale, contre tout. Et puis toi, maintenant, avec ton envie de fonder une colonie au Paraguay avec ton futur mari. Partir au bout du monde et me laisser seul. Maman a raison, Elisabeth. Ton futur mari est un personnage peu recommandable. Comment ça, peu recommandable? Je ne te permets pas de dire des choses pareilles, tu ne le connais même pas. J'en sais assez sur lui pour conclure qu'il ne l'est pas. Je t'interdis de... Cette pétition qu'il avait initiée pour transformer les Juifs en sous-hommes de l'Empire. Sans parler de sa complicité, au moins intellectuelle, dans cette affaire de meurtre antisémite en Hongrie. Tout cela, je regrette et je me répète, en fait un personnage infréquentable. Tout antisémite est un abruti. Je te ferai remarquer que toi-même, dans tes livres, tu écris sur les Juifs. Quoi? J'écris quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien du tout. J'affirme que toi aussi, tu écris des choses contre les Juifs. Ma pauvre sœur, tu es bien trop sotte, excuse-moi pour comprendre ce que j'écris. Tu ferais mieux de ne pas ouvrir des livres que ton intelligence bornée est incapable de comprendre. Arrêtez tous les deux. Arrêtez. Non, maman, je ne peux pas lui laisser dire des choses pareilles. Quand j'écris sur les Juifs, il s'agit toujours de saint Paul de Tarse et du Christ, de l'Ancien Testament et de leur Dieu qui nous fâche avec la vie. Mes Juifs ont 2000 ans et n'existent plus. Les tiens se sont dit tués et tu en vois partout des banquiers et des marchands, des journalistes et des médecins, des politiciens, des gens bien vivants. Moi, j'invite à dépasser la pensée juive de l'idéal ascétique. Toi et ton Förster, et Wagner avec vous d'ailleurs, vous ne menez pas un combat d'idées, mais vous persécutez des gens en chair et en os. Tu devrais avoir honte. C'est la même chose. Pas du tout, tu confonds tout. Si tu me lisais vraiment, tu verrais que dans nombre de pages, je célèbre le génie juif, que je vante les qualités de ce peuple magnifique et que j'invite au métissage entre le meilleur de l'Allemagne et le meilleur de cette très ancienne race. Au métissage, tu entends? Quelle horreur. Taisez-vous tous les deux, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Si votre père vous entendait. Je me suis fâché avec mon éditeur que j'ai quitté car il publiait des pamphlets antisémites. Tu n'as probablement pas eu à le quitter. Vu le nombre de livres que tu vends, il t'aura donné lui-même congé. Perfide. Tu es vraiment perfide. Ton Förster t'a tourné la tête et rendu méchante, ma pauvre. C'est toi qui dis n'importe quoi. Et tu voudrais épouser un homme pareil? Oui, la date est d'ailleurs fixée. Ce sera le 22 mai prochain, le jour anniversaire de la naissance de Wagner. Vous ferez sans moi, je n'y serai pas. Ne t'en fais pas pour ça, va. Et nous partirons ensuite fonder Nueva Germania. L'Allemagne est trop corrompue, son sang est trop vicié. Il n'y a plus rien à faire ici. Tu as perdu la raison. Il faut protéger la race aryenne du péril juif.